Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Sandrine Mallet qui est doula et qui va nous parler de l'accompagnement précieux que proposent les doulas autour de la naissance, en prénatal, pendant la grossesse, mais aussi pendant le postpartum. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois pour notre émission, notre petit podcast. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet important qui mérite vraiment une attention particulière puisque on va parler du projet de naissance. Oui. Donc, qu'est-ce que toi, en tant que doula, tu peux nous dire sur ce projet de naissance? Parce que moi, j'ai souvenir pour mon premier enfant de ne pas du tout. Déjà, je trouve qu'on n'en parle pas. Mm-hmm. Il y a peu de sages-femmes. Oui. Et puis de gynécologues même qui abordent ce sujet, qui disent aux femmes que c'est possible de faire un projet de naissance. Oui, je dirais même c'est essentiel. C'est essentiel. Je suis bien d'accord avec toi. Et il y a aussi cet aspect de finalement qu'est-ce qu'on met dedans. Moi, je me souviens me sentir complètement perdue dans ce côté. Oui, j'ai connaissance des éléments que je ne veux pas lors de mon accouchement. Mais j'avais aussi beaucoup lu cet aspect sur la forme qu'on donne, comment on s'adresse au personnel médical pour que ce soit quand même accueilli, que ce soit pas imposé, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la collaboration, plutôt un travail main dans la main avec le personnel médical, plutôt que de quelque chose qu'on viendrait imposer en force. Ça, c'est super important ce que tu dis, Anaïs. Vraiment, parce qu'effectivement, si les couples viennent avec je ne veux pas ça, 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 je pense que l'équipe médicale du coup va tout de suite se mettre un peu en mode confrontation et peut-être se sentir blessé dans le fait de se dire que les couples effectivement ne leur font pas confiance. Et effectivement, c'est un jeu très subtil de savoir qu'est-ce qui est possible de mettre, comment c'est possible de le rédiger pour effectivement faire que ce soit un travail de collaboration où la confiance est là entre le couple et l'équipe médicale, en sachant que effectivement le jour où on vient à la maternité, on sait jamais sur qui on va tomber, sur quel personnel on va tomber, et que peut-être moi, j'ai toujours tendance à dire aux parents que c'est super important d'en reparler avec la sage-femme qui les reçoit quand ils arrivent à la maternité, en fait. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment, ce projet de naissance, donc on le fait sous un format rédigé, format Word, sur une feuille? Oui, on peut même le faire sous forme de... Tu vois, je réfléchissais à ça en préparant notre podcast et j'ai plusieurs exemples de plans de naissance, de projets de naissance où les couples ont fait ça sous forme de BD ou sous forme d'affichettes. Et je trouve que ça, c'est chouette. Ça peut être chouette parce que déjà, c'est ludique. Et puis aussi... ça invite vraiment l'équipe médicale à le lire de façon effectivement ludique, un peu plus avec un peu plus d'entrain, et ça synthétise. Souvent les couples quand ils font ça, ils le préparent tellement que en fait c'est très synthétique et que ça va droit au but. Et juste à quel moment on s'intéresse à ce projet de naissance au moment de pendant la période de la grossesse, à partir de quand il est bon de s'y mettre et de s'intéresser, alors même si ça se construit, je pense, tout au long de la grossesse, mais oui, ça peut changer aussi. À quel moment on se dit, et ça peut changer, c'est très important de le préciser, mais à quel moment on le pose sur le papier et surtout à qui on le donne et à quel moment,
du parcours un peu. Alors tout à l'heure, j'ai dit que c'était essentiel. Je pense que avant même de le présenter à l'équipe médicale, je pense que c'est essentiel de prendre ce temps-là en couple pour pouvoir réfléchir justement à comment on veut accueillir son bébé. Qu'est-ce qu'on souhaite pour lui, tant dans les examens qui sont proposés à la naissance, tout de suite à la naissance, que dans notre façon de vouloir le mettre au monde. Et c'est très important, je pense, que les couples prennent ce temps-là vraiment pour échanger sur ce qui est important pour la future maman, mais ce qui est important aussi pour le coparent. Parce qu'ils peuvent ne pas avoir le même avis et prendre ce temps-là pour échanger, pour se mettre d'accord, pour réfléchir et pour entendre la position de l'autre dans ce qui est important pour soi, en fait, par rapport à l'accueil de ce bébé qu'ils vont accueillir ensemble finalement. Bien sûr. Il y a aussi toute la dimension du corps de la femme et forcément que la future maman n'aura peut-être pas les mêmes priorités que le futur papa ou que le futur coparent. Et ça, c'est super important. Et pour moi, c'est l'essentiel, il est là en fait, de prendre ce temps-là ensemble pour pouvoir réfléchir. Et effectivement, ça peut changer. Et c'est chouette si ça change. En tout cas, de pouvoir rediscuter de ça, de pouvoir se permettre et s'autoriser de changer, c'est génial, je trouve. Et ça, on peut le faire jusqu'au bout. Et puis, une fois que le projet de naissance est établi, souvent les parents le montrent lors de la visite à la maternité. Ah oui, moi j'ai souvenir, il me semble, de l'avoir donné pour mon fils au moment où j'avais rencontré l'anesthésiste, qui est une visite obligatoire quand on fait son dossier à l'hôpital, plus ou moins. Dite obligatoire. Dite obligatoire, mais qui ne l'est pas, voilà, en fait. Quand tu t'inscris, que tu fais ton... Moi, j'avais fait pour les 2 accouchements, quand même, par précaution, un dossier. Oui, même c'est si ça. je souhaitais accoucher à domicile, un dossier à la maternité. Et donc, il y avait cette visite. Et le même jour, j'avais la visite avec une sage-femme. Et j'avais donné mon dossier avec, justement, ce projet de naissance que j'avais rédigé et qui était glissé dans mon... En sachant que la sage-femme que tu vois ce jour-là n'est en général pas celle que tu vas retrouver le jour de la naissance. Mais en tout cas, c'est vraiment important déjà de pouvoir en parler parce que dans ce premier entretien, tu vas pouvoir dire toi ce qui est important pour vous et puis voir la position de la sage-femme et la position de l'équipe médicale à ce moment-là. De la maternité dans laquelle tu te trouves. De la maternité dans laquelle tu te trouves. C'est aussi possible que si jamais c'est pas compatible avec ce que tu as envie, tu peux éventuellement changer de maternité, trouver un lieu peut-être plus physiologique. Assez tard, finalement. Bien sûr, c'est important de redire aussi qu'on peut changer de lieu. En fait, il y a beaucoup de lieux qui existent sur Bon, on n'a pas encore parlé de ça dans notre podcast, mais ça fera vraiment office d'une émission aussi sur les différents lieux de naissance dans lesquels on peut donner naissance, justement. Et ça, on peut changer d'avis jusqu'à assez tard. Oui, en fait, on peut vraiment tout s'autoriser, vraiment. Et ça, c'est très important de le redire et de le redire parce que souvent, les parents pensent que c'est pas possible, mais bien sûr que si. Enfin, aucun hôpital ne peut vous refuser le jour de la naissance. Et même, bien sûr que quand on a un projet d'accouchement à domicile, il est souhaitable et souhaité d'aller s'enregistrer et d'aller s'inscrire dans une maternité. Et bien sûr que si vous ne le faites pas, le jour J, s'il y a un transfert, l'hôpital ne peut pas vous refuser l'accès à la maternité. Ça, c'est super important parce que je pense qu'effectivement, souvent, ils mettent la pression au couple, comme la fameuse rencontre avec l'anesthésiste qui est dite obligatoire, mais en fait, elle n'est pas obligatoire. C'est juste qu'effectivement, le jour J, si vous avez besoin d'une péridurale, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué parce qu'ils n'auront pas votre dossier médical. Mais en soi, ils peuvent pas vous refuser cet accès-là. Ils ont pas le droit. Enfin, ça serait non-assistance à personne en danger. C'est pas possible. C'est important ce que tu dis. C'est rigolo parce que moi, je me souviens pour mon premier,
j'avais vraiment cette idée, voilà, je veux accoucher à la maison. Et j'avais en tête, bon, bah, si jamais je change d'avis, et je me souviens vraiment m'être inscrite à la maternité en me laissant cette porte de sortie jusqu'au dernier Oui, moment, de me complètement. dire, imagine, je sais pas, la veille ou au moment, finalement, je me sens pas capable, ou j'ai peur, ou, voilà, et ben, c'est bon, mon dossier est fait et je pourrais aller tout simplement à la maternité sans problème. Il y avait cet aspect-là, voilà. Mais du coup, ça ne fige pas une situation en fait, et je pense que ça la rend plus légère. Après, effectivement, c'est compliqué quand on a un projet d'accouchement à la maison d'aller s'inscrire en maternité parce que là, c'est qui tout double. Selon sur qui on tombe, on peut très bien être accueilli dans ce projet de naissance à la maison, mais souvent les parents font le choix de ne pas en parler pour ne pas être accablés, pour ne pas avoir de culpabilité, pour ne pas s'entendre dire mais vous êtes complètement fou, l'accouchement à la maison, c'est dangereux, tu vois, moi, et du coup ils font ce choix-là et c'est vrai que c'est pas très confortable pour eux. Moi j'avais eu, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais oui, mais on pourrait dire la même chose pour la péridurale. Les femmes qui ont accouché il y a 50 ans sans péridurale, quand maintenant on leur dit qu'on veut plus de péridurale, elles disent mais c'est un vrai retour en arrière en fait. Elles comprennent pas, c'est difficile pour elles de comprendre. Bah oui, juste on a testé et vu les effets et en fait maintenant on fait un choix éclairé de c'est plus ça qu'on a envie forcément. Voilà. En tout cas, on veut s'essayer à d'autres choses. Oui, et puis la naissance, on le répète dans notre podcast que c'est vraiment un chemin initiatique et que on peut changer à tout moment et que c'est pas parce qu'on a une première naissance avec péridurale qu'on n'est pas capable de le faire sans péridurale les fois d'après et on a le droit de changer d'avis. Et c'est super important ça, de pouvoir vraiment se mettre en tête qu'à tout moment on a la possibilité de changer. On est maître du jeu. Oui. Et donc une fois qu'on a rédigé ce projet de naissance, juste donc on va revenir sur ce qu'on peut mettre dedans, mais donc on a voilà dit à qui on le donnait et aussi tout simplement pour les personnes qui ne rencontrent pas le mettre dans son dossier médical. Oui, ça c'est sûr. Et donc comment qu'est-ce qui est possible de mettre dans ce projet de naissance? Tout ce qui est important pour vous. Tout ce qui est important pour le futur couple de parents. Vraiment des choses, souvent je conseille de mettre des choses vraiment essentielles. Alors bien sûr, si c'est une première naissance, on a des idées, en tout cas sur ce qu'on aimerait et ce qu'on ne souhaiterait pas. Donc ça, c'est très important. Je conseille toujours aux parents de bien se documenter. Ça permet de pouvoir argumenter lors de la fameuse visite dont on vient de parler, pour montrer à l'équipe médicale qu'en fait, on n'est pas là pour déjouer tout ce qu'ils nous proposent, mais plutôt pour leur montrer qu'on sait de quoi on parle et que si on refuse l'épisiotomie ou que si on refuse la péridurale, on sait pourquoi on le refuse et on n'affiche pas juste un refus pour dire de refuser. Et ça, c'est très important. Qu'on peut dire, oui, voilà, on peut parler de ce refus de l'épisiotomie, de la péridurale. Par rapport à la péridurale, aussi, vraiment les questions, c'est l'épisiotomie, la péridurale, en cas de césarienne, voilà. Comment on se positionne et qu'est-ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire, est-ce que mon compagnon va pouvoir être avec moi, par exemple? D'accord. Est-ce que avant d'avoir une césarienne, on peut essayer tout ce qui est possible de faire? Parce que parfois il y a quand même des césariennes qui sont de confort, qui sont pas forcément justifiées. Par rapport au clampage du cordon ombilical. De cesser, par exemple, dans notre requête, ça peut être d'attendre que le cordon cesse de battre avant de clamper, de couper. Oui. Donc. Par exemple, parce que ça, effectivement, le clampage du cordon, c'est très important pour le bébé. En fait, si on attend que le cordon cesse de battre de lui-même, ça peut être très rapide après la naissance. Ça signifie que tout le transfert au niveau du sang a été fait pour le bébé avec l'oxygène, donc ça permet une meilleure oxygénation du bébé, ça évite les anémies de bébé. Et oui, ce qui récupère dans son corps tout le sang en circulation dans le placenta et ça retourne
via le cordon dans le corps du Oui, bébé. donc ça c'est super important et potentiellement après une naissance, bien sûr, on parle toujours de naissance physiologique, Bien sûr. hein. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence à vouloir couper le cordon. Et parfois le cordon cesse de battre dans les 2 minutes qui suivent la naissance. Parfois ça met un petit peu plus de temps. Souvent on s'en rend compte parce que le cordon devient blanc, gélatineux, voilà. un peu comme du poulpe, tu vois, par exemple. Ouais, Et puis quand on le touche, il est froid. C'est un peu bizarre comme sensation, mais en tout cas c'est très visible à l'œil nu. Donc le clampage du cordon, tout ce qui est aussi au niveau des injections d'ocytocine au moment de la naissance du bébé. Ça c'est souvent en prévention d'hémorragie. Au moment pour la délivrance, tu veux dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le fameux cathéter. Voilà, toutes ces choses-là. Aussi, il y a le pot à pot, peut-être la volonté, ah oui, bien sûr, la mise au sein aussitôt. Moi, je me souviens avoir notifié, par exemple, aussi dans les soins du bébé, oui, que je voulais pas que mon enfant, sauf si vraiment c'était indispensable, mais qu'il ne soit pas aspiré. Oui, les gouttes dans les yeux, la vitamine K et la vitamine D. Qu'on patiente pour la vitamine K et la vitamine D, que c'était pas une urgence, pas de bain. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le même jour. Ouais. Et aussi la lumière, je me souviens avoir... une lumière un peu plus tamisée. Bah oui, essayer de... Enfin, j'ai souvenir de ça, de me dire, non, mais en fait, quand t'es à l'hôpital, ils le changent, là, allez hop, les... Ouais. Donc, bien sûr. Oui, puis enfin, ça, c'est vraiment tout ce qui est tant au niveau des soins apportés à la maman, des interventions médicales apportées à la maman, en cas de cheminement qui peut être un peu long, le perçage de la poche des os, par exemple. Tu vois, ça, on n'en a pas parlé. Enfin, voilà, vraiment de se renseigner sur tous ces petits actes qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas, et qui, quand on commence, souvent après, il y a une intervention d'actes médicaux qui peuvent vraiment engendrer des effets secondaires importants. Donc ça, c'est vraiment très important de prendre conscience de ça. Moi, je voulais te poser la question. Tout à l'heure, tu évoquais les lectures pour préparer et puis avoir les connaissances, parce que voilà, quand on attend un enfant la première fois, sauf si c'est un milieu dans lequel on travaille. Moi, personnellement, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai lu une quantité astronomique de livres parce que je trouvais ça passionnant et j'avais vraiment envie de connaître et de savoir. C'est pour ça que j'en suis aujourd'hui à faire ce podcast, pour faciliter la vie des parents et des mamans, pour aller plus vite. Est-ce qu'il y a des lectures que toi, tu recommanderais, qui synthétiseraient un peu, en tout cas pour cette histoire de projet de naissance physiologique, qui retracerait un peu ce parcours pour savoir ce qui... Bah voilà, tu vois, tu parles de l'épisiotomie. Moi, je savais même pas ce que c'était l'épisiotomie avant de le découvrir dans des livres. Et puis, c'est surtout pas une sage-femme ou un gynécologue qui va vous parler de ça avant une naissance. Je savais pas qu'on injectait de l'ocytocine. Personne ne nous en parle. Le déclenchement. Simplement entre guillemets le déclenchement, le décollement des membranes. Enfin, il y a une quantité de gestes qui ne sont pas indispensables et qu'on nous fait parce que effectivement le corps médical est pris dans cette routine et que parfois il ne pense pas. Je suis pas en train d'accabler le corps médical. Non, c'est juste dans un protocole qui parfois pour nous peuvent nous desservir. Oui, et en fait il ne pense pas qu'on puisse être qu'on puisse avoir envie d'autre chose. Donc c'est vraiment très important. Et puis ce premier entretien dont on parlait avec la sage-femme quand vous allez vous inscrire à la maternité, c'est aussi super important parce que ça permet de voir que le jeu est très subtil. Quand je parle de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher sur mon projet de naissance qui n'est pas forcément essentiel pour moi par rapport à d'autres choses qui sont prioritaires, mais que je peux accepter de lâcher pour qu'on puisse, moi, me laisser tranquille sur d'autres choses. Ouais, c'est intéressant. Tu vois? T'as une idée en tête quand tu dis ça? Par exemple, des choses qu'on pourrait lâcher, qui seraient... Par exemple, le fameux cathéter. Tu vois, ça, c'est... À mon sens, c'est pas dramatique. Là que se joue la bataille. Voilà, c'est pas là que se joue la bataille. À mon sens, c'est pas dramatique si on accepte d'avoir le fameux
l'ont posé sur sa main et que ça va nous permettre peut-être de négocier sur certaines autres choses. Tu vois, parce que souvent le corps médical dit « Ah oui, ils lisent le projet de naissance et puis ils disent « Ah oui, mais ça on le fait en fait, mais ça on le fait. Oui, bah ça, y a pas de souci. Bah bien sûr, on le fait ça. » Et en fait, c'est pas si... Enfin, ça leur semble naturel, mais en vrai, c'est pas si simple pour eux. Et je pense que c'est important de pouvoir voir jusqu'à quel point c'est effectivement des échanges très subtils. Alors moi, j'ai 2 livres de référence. C'est La naissance autrement, réaliser son projet de naissance, de Sophie Gamelin-Lavoie aux éditions Jouvence, qui est un tout petit livre, mais qui est assez synthétique en fait sur effectivement tous les examens dont on a parlé, décollement des membranes, épisiotomie. La naissance autrement, oui. Réaliser son projet de naissance. Ah, c'est un spécifique. Oui. Parce que la naissance autrement, je me souvenais d'un gros bouquin. Oui, il y a le gros bouquin aussi, où je pense qu'elle en parle effectivement de... Tu parles du livre d'Isabelle Brabant, Anaïs, où effectivement elle en parle. Mais là, c'est vraiment un tout petit livre aux éditions Jouvence qui doit coûter 5 €. Trop bien. Juste sur réaliser son projet de naissance. Oui, et ça permet de pas... C'est très synthétique. Et donc, ça permet de se faire une idée ou pas. L'idée, c'est vraiment pas de refuser en bloc tout ce qui est proposé à la maternité. C'est vraiment de réfléchir sur comment on a envie d'accueillir son bébé. Quelles sont les priorités? Et ça peut être tout simplement, j'aimerais avoir toujours la même sage-femme pour me faire des touchés vaginaux, par exemple. Ou je ne souhaite pas de toucher vaginaux, d'ailleurs. Ou je ne souhaite pas de toucher vaginaux. Et oui, on l'a pas dit, ça aussi dans les projets de naissance. Tu vois, de limiter aussi au niveau, par exemple, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est très subtil en termes de négociation, je suppose, à l'hôpital. C'est la pause au niveau le monitoring. Le monitoring, voilà. Oui, bien sûr. Oui, ça, ils vont te dire que c'est obligatoire. Oui, après il y a certaines... Et après t'es ficelé sur ton lit, alors qu'on sait que la mobilité c'est essentiel pour cheminer avec bébé jusqu'à la naissance. Après il y a certaines maternités qui ont des monitorings ambulatoires, mais comme ça coûte très cher, toutes ne sont pas équipées. Et oui, donc parfois quand dans notre projet de naissance on notifie notre besoin, notre désir de rester en mouvement pendant tout le travail, ça va à l'encontre de cette obligation de monitoring qui nous cloue au lit, en fait, puisqu'on peut pas bouger. Oui. Donc, c'est intéressant. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce projet de naissance, de bien réfléchir en fonction de ce qui est important pour nous, des lieux qui peuvent correspondre ou non à ce projet de naissance. Justement, la rencontre au moment de l'inscription, ça permet effectivement de prendre conscience de ce qui est possible ou pas. Et si effectivement c'est complètement antiphysiologique ou vous le sentez pas parce que vous avez pas eu un super bon feeling, vous sentez qu'elle vous dit oui, mais qu'en fait elle le fait pas elle le fera pas vraiment, justement de prendre la poudre d'escampette et d'aller s'inscrire ailleurs. En fait, je pense que le projet de naissance doit être synthétique, doit être court. Il faut mettre les formes, Bien sûr, pas dire je ne veux pas, mais plutôt je souhaiterais. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, nous avons complètement confiance en vous. Mettez-y les formes. Voilà, vraiment mettre les formes pour pas que le corps médical se sente agressé et qu'il puisse y avoir une discussion possible et vraiment mettre les choses qui sont absolument prioritaires. Parce qu'après, il y a quand même des petites choses qui sont négociables le jour J. Style de peau à peau, c'est très important, mais quand même, la majorité des maternités maintenant le proposent. Donc, je pense que c'est essentiel de se poser des questions par rapport aux soins du bébé et par rapport à la maman. Moi, je me souviens avoir noté aussi que je ne souhaitais pas être séparée de mon enfant. Ouais. Que tous les soins, s'il y avait des soins nécessaires qui devaient être faits, soient faits dans la chambre ou en présence de mon conjoint. Oui, ça c'est super important. Comme
accepter dire je ne suis pas contre les interventions médicales s'il y a besoin, et là on peut énumérer. Mais par contre, j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'en informer au préalable. Oui, aussi, de demander avant. Tu vois, parce que quand le couple... c'est important ce que tu dis. Quand le couple sans que l'équipe médicale lui demande son autorisation ou lui dit voilà, là maintenant le travail commence à être long, je pense que ce serait nécessaire de percer la poche des os. Ça sera pas la même chose et ce sera pas la même approche que si la sage-femme vient avec son pic, perce la poche des os sans avoir expliqué pourquoi. Ouais, tu vois, et que, surtout sans avoir demandé au préalable. Sans avoir demandé. C'est un travail d'équipe. Je pense que dans le projet de naissance, on peut vraiment noter ça, cette volonté d'être dans un travail d'équipe, dans un échange en permanence. Oui. Ça, c'est super pour important. Avoir tout le temps l'aval des parents, quel que soit. Je pense que ça pourrait être très synthétique et très clair, que quelles que soient les interventions, le besoin, l'envie, la nécessité pour nous en tant que parents, de donner son autorisation, bien sûr, tout simplement. Oui, et en tout cas d'avoir au moins pris ce temps-là, d'expliquer la situation, d'expliquer le pourquoi d'un tel acte, pourquoi on a besoin de percer la poche des os, pourquoi on aurait besoin de faire une césarienne, pourquoi on aurait besoin d'utiliser des forceps, enfin tout ce qui est c'est le corps de la femme et c'est important de pouvoir en l'occurrence le corps du bébé aussi quand on utilise des forceps, et c'est important de pouvoir rendre le couple acteur en fait de ce chemin-là et de cette naissance-là. Et bien sûr que qu'on peut pas forcément lutter contre tout et que ce qui se présente doit être vécu, mais n'empêche quand on y met les formes, quand l'équipe médicale met les formes et demande l'autorisation et explique, ça rend le vécu beaucoup moins traumatique que quand ça donne une sensation aussi d'avoir été entendu, d'avoir été écouté, d'avoir parce que moi je connais pas beaucoup de couples qui diraient non quand on explique. Bien sûr. Tu vois, si c'est justifié, si c'est expliqué, en tout cas si c'est expliqué, ils ont la possibilité de dire non. Et ça, c'est super important. Super, je te remercie pour toutes ces informations. J'espère que ça va aider beaucoup d'hommes et de femmes, de futurs parents à cheminer. Donc n'hésitez pas à lire donc La naissance autrement, qui est réalisé son projet de naissance. Et puis même je suppose qu'il y a plein de lectures autour de ce sujet à chercher. Il y a aussi les réseaux. Un autre livre, Votre projet de naissance, aux éditions Marabout de Catherine Pirot-Rouet. Aussi, qui peut être possible. Et effectivement, dans certains gros livres, tu citais le livre d'Isabelle Brabant tout à l'heure, bien sûr qu'elle en parle. Naître autrement, ouais. Oui, qui aborde ce sujet du projet de naissance. Oui. Et je te remercie, Sandrine. À très bientôt. À très bientôt, Anaïs.